Imaginez un instant. L'homme le plus puissant de l'histoire européenne, un conquérant qui avait jadis commandé des millions d'hommes et fait trembler les rois à la simple mention de son nom, se tord désormais dans son lit. Ses doigts crispés s'agrippent à son ventre tandis qu'un liquide sombre et granuleux, semblable à du marc de café, jaillit de sa bouche. Ses ongles ont viré au bleu. Ses jambes se sont gonflées comme des outres. Et lorsque son médecin personnel ouvrira son estomac après sa mort, il découvrira quelque chose d'une telle horreur que même des chirurgiens britanniques aguerris reculeront d'effroi. On croit savoir comment Napoléon est mort, exilé, défait, oublié sur une île perdue au milieu de l'océan, mais ce n'est là que la version édulcorée qu'on enseigne dans les manuels scolaires. La vérité est bien plus sombre. Ce qui s'est réellement produit durant ces dernières semaines ferait détourner les yeux aux plus endurcis des chirurgiens de campagne. Car si l'histoire célèbre ses victoires et ses conquêtes, elle oublie commodément que l'homme qui régna un temps de Madrid à Moscou passa ses derniers instants conscients à implorer un simple verre d'eau sucrée, comme un enfant. Son esprit, ravagé par la douleur, s'imaginait encore au milieu de ses armées, alors que son corps, lui, se dissolvait littéralement de l'intérieur. Ce que vous allez entendre n'apparaît pas dans les cours d'histoire. C'est le genre de détails qu'on retrouve enfouis dans les notes des médecins et dans les récits intimes des témoins, car ils sont trop dérangeants pour être enseignés au grand public. La lente transformation du plus redouté génie militaire d'Europe en une silhouette à peine humaine. Et voici ce qui rend l'histoire encore plus terrible. Les médecins censés le sauver n'ont fait qu'accélérer son agonie, lui infligeant des traitements si cruels qu'il serait aujourd'hui assimilé à de la torture. Mais avant d'en arriver au moment où l'estomac de Napoléon s'est littéralement percé, laissant un trou assez large pour qu'on puisse y glisser un doigt, il faut comprendre comment un homme qui survécut à plus de 60 batailles, qui encaissa des tirs à bout portant et qui traversa l'hiver russe, a fini par succomber à l'une des morts les plus atroces imaginables. 17 mars 1821. Île de Sainte-Hélène, à plus de 30 km de toute terre habitée, perdue dans l'immensité de l'Atlantique Sud. Napoléon Bonaparte n'est plus capable de se tenir debout sans qu'on le soutienne. Pensez-y, 6 ans plus tôt, ce même homme s'était évadé de son premier exil à l'île d'Elbe, avait traversé la France avec seulement 1 millier d'hommes et, sans tirer un seul coup de feu, avait repris son trône. Les soldats envoyés pour l'arrêter avaient jeté leurs armes et s'étaient joints à lui. Aujourd'hui, il n'est même plus capable de porter un verre à ses lèvres. Tout commença par un geste banal, prendre un bain. Mais ce n'était plus des bains ordinaires. Son valet, Joseph Marchand, observait l'empereur, qui avait jadis travaillé 18 heures par jour, passer désormais ses après-midi entiers allongé dans une baignoire de cuivre. L'eau était si brûlante qu'elle rougissait sa peau comme celle d'un homard. 6 heures, parfois 8, à rester immergé, ajoutant de l'eau bouillante dès que la température baissait, sa peau se plissant, se pelant, tandis que ses doigts blanchis se cramponnaient au bord de la cuve. C'était le seul endroit où le feu qui dévorait ses entrailles s'apaisait un peu. Hors de la baignoire, chaque mouvement lui donnait l'impression qu'on lui enfonçait un couteau chauffé à blanc dans le ventre. Ce qui se passait réellement en lui était monstrueux. Une tumeur grosse comme un poing avait pris racine dans la paroi de son estomac, pas n'importe quelle tumeur. Un carcinome qui s'était allongé sur plus de 25 cm, enveloppant son estomac comme un parasite vorace. Chaque battement de cœur l'engorgeait de sang. Chaque respiration l'écrasait davantage contre ses organes voisins. Elle le dévorait cellule par cellule, tandis qu'il tentait de se soulager dans l'eau brûlante. En avril, son corps se transforma de manière à glacer ses serviteurs d'effroi. Le comte de Montholon, compagnon fidèle depuis Waterloo, ne put cacher sa stupeur. Les bras de l'empereur, qui avaient autrefois déplacé des canons à bout de bras, n'étaient plus que des os recouverts d'une peau translucide. On pouvait entourer son biceps avec le pouce et l'index et encore laisser de l'espace. Mais son ventre, lui, s'était grotesquement gonflé, rempli de fluides issus du cancer, un squelette d'homme au ventre ballonné comme celui d'une femme enceinte de 9 mois. Et quand il tentait de marcher, il devait se pencher en arrière pour compenser le poids de cet abdomen monstrueux, et l'odeur, une odeur insoutenable, régnait désormais dans sa chambre. Ce n'était pas seulement l'odeur d'un malade.
C'était une odeur douceâtre, écœurante, l'odeur de la chair en train de pourrir alors qu'il respirait encore. La tumeur avait commencé à se nécroser. Ses serviteurs brûlaient du soufre et de l'encens pour la masquer. Les médecins, persuadés que l'air frais l'affaiblissait, avaient fait calfeutrer les fenêtres. L'atmosphère y était si lourde qu'on aurait dit qu'on pouvait la goûter. Le 15 avril, dimanche des Rameaux, Napoléon fit appeler l'abbé Vignali, un prêtre. L'empereur qui s'était couronné lui-même, qui avait enfermé le pape, qui avait traité Dieu comme un instrument politique, réclamait désormais les sacrements. « Je sais que je vais mourir, dit-il au prêtre, avec la même objectivité que s'il avait parlé du temps. Mais même face à la mort, son ego flamboyait encore. Il passa ses dernières heures de lucidité à dicter son testament avec une précision militaire. Chaque ligne calculée pour laisser une trace. Il alla jusqu'à léguer 10 000 francs à Cantillon, l'homme qui avait tenté d'assassiner Wellington. Depuis son lit de mort, Napoléon continuait à tirer ses dernières cartouches contre ses ennemis. Puis vinrent les traitements, des méthodes si brutales qu'elles auraient été considérées comme des crimes de guerre si elles avaient été infligées à un prisonnier. Le docteur Archibald Arnott, son médecin britannique, croyait aux dogmes médicaux de son temps. Quand Napoléon cessa de déféquer, sa tumeur bloquant ses intestins, Arnott prescrivit du calomel, 10 grains de chlorure de mercure. Du mercure administré à un homme dont l'estomac se dissolvait déjà. La première dose déclencha une horreur. Napoléon expulsa ce que Bertrand décrivit comme la plus grosse selle du mois, noire comme du goudron, puant le sang et la putréfaction. Les hémorragies internes avaient transformé ses intestins en une coulée goudronneuse. Arnott considéra cela comme un progrès et prescrivit 10 grains supplémentaires. À partir du 28 avril, son esprit commença à céder. L'esprit de Napoléon, cette machine tactique géniale qui avait dominé l'Europe, explosa en hallucinations si intenses que ses proches pouvaient suivre ses batailles imaginaires. « La cavalerie !» cria-t-il soudain, se redressant, ses bras squelettiques traçant des cartes invisibles. « Envoyez la garde maintenant. » Il se croyait revenu à Austerlitz, sa plus grande victoire, coordonnant les manœuvres de flanc contre des ennemis morts depuis 15 ans. Ses mains esquissaient encore des plans de bataille. Sa voix aboyait des ordres à des soldats fantômes. Mouchon pleura ouvertement. L'empereur n'était plus seulement en train de mourir. Il était prisonnier de son propre passé glorieux, combattant encore des guerres dans un corps qui n'avait même plus la force de contrôler ses entrailles. Parfois, il appelait Joséphine, morte depuis 7 ans. Parfois, il croyait être en Égypte, suppliant de l'eau, revivant des campagnes d'un autre âge alors que son corps réel se noyait dans ses propres fluides. Le 1er mai, l'horreur atteignit son paroxysme. Napoléon demanda à se lever. « Les empereurs ne restent pas couchés, dit-il. 2 serviteurs l'aidèrent. Il fit 3 pas. Au 4e, ses jambes plièrent. En tombant, son estomac se contracta si violemment que tous crurent qu'il mourrait sur le champ. Ali, son serviteur fidèle depuis l'expédition d'Égypte, se précipita pour le rattraper. On le remit au lit, mais il tenta encore de se relever. « Mon armée, où est mon armée ?» haleta-t-il. 4 hommes durent le retenir de force comme on maîtrise un fou. Les médecins anglais décidèrent alors d'un traitement plus agressif. Ils appliquèrent sur lui des emplâtres brûlants, imprégnés de substances caustiques, destinés à créer des cloques et des brûlures chimiques. Leur théorie, détourner la maladie interne par une douleur externe. Ils couvrirent sa poitrine, ses jambes et ses pieds de ces cataplasmes. La peau de Napoléon, déjà jaunie par l'insuffisance hépatique, se macula de taches rouges, suintantes. On le brûlait vivant, alors que le cancer le dévorait de l'intérieur. Le 3 mai, on lui administra 20 grains de calomel, assez de mercure pour empoisonner un homme sain. Puis on lui infligea un lavement d'une telle violence que Napoléon, qui n'avait jamais scié face à des mousquets pointés sur lui, hurla. Un cri qui résonna dans Longwood House, non pas un cri de douleur, mais d'humiliation totale. L'empereur qui avait redessiné la carte de l'Europe retenue, jambes écartées, pendant qu'on lui injectait de l'eau mélangée à du mercure dans le rectum. Quand ce fut fini, il tourna le visage contre le mur et ne regarda plus personne pendant des heures. Le traitement déclencha une cascade d'horreur.
Ses intestins expulsèrent une série de selles noires, goudronneuses. Mais mêlés à ces excréments se trouvaient des fragments d'un autre genre, des morceaux de la muqueuse de son estomac. Son système digestif se désagrégeait, bout par bout. Le 4 mai, à l'aube, le mercure provoqua un désastre. Napoléon commença à vomir avec une telle force que les vaisseaux de ses yeux éclatèrent. Ses sclérotiques devinrent rouges comme du sang. Ce qui jaillissait de sa bouche n'était plus seulement du sang, mais des morceaux de tissu, des fragments de son estomac. Entre deux convulsions, il tenta de parler. Ses mots, étouffés par le sang, se brouillèrent. France, armée, fils, même à l'instant où ses organes se liquéfiaient, ses pensées restaient pour sa patrie, son fils, ses soldats. La tumeur avait percé complètement la paroi de son estomac. Seule une adhérence au foie, comme un pansement naturel, empêchait le contenu gastrique de se répandre dans l'abdomen. Il vivait avec un trou dans l'estomac assez large pour qu'on y glisse un doigt. Le 5 mai, à 3h du matin, Napoléon entra dans la spirale de la mort. Sa respiration devint irrégulière, haletante, de type Shane-Stokes, des bouffées rapides suivies d'intervalles sans souffle. Son cerveau, épuisé, oubliait comment respirer. Entre hoquets et gémissements, ses serviteurs entendirent ses derniers mots cohérents, mais chacun entendit autre chose. Montelon jura avoir entendu « France, armée, Joséphine ». Marchand crut comprendre « France, mon fils ». Bertrand nota « tête, armée, chef ». Peu, être Napoléon, même mourant, parlait-il à tous à la fois. À 5h30, sa gorge enflée se ferma. Il ne put plus prononcer de mots. Ses serviteurs rapportèrent seulement des sons gutturaux, bestiaux, venus du fond de sa poitrine. Ses yeux gris, ceux qui avaient fait trembler l'Europe, se fixèrent sur quelque chose que personne d'autre ne voyait. À l'aube, 6 personnes s'entassaient dans sa chambre, non plus comme des courtisans, mais comme des témoins d'une lente exécution. Arnott, désespéré, posa des bouillottes brûlantes sur son ventre gonflé. La chaleur contre la tumeur provoqua une telle agonie que Napoléon s'arc-bouta hors du lit, la bouche ouverte dans un cri muet. Sa gorge enflée l'empêchait de produire un son. En dernier recours, ils appliquèrent des emplâtres de moutarde sur ses pieds. L'odeur âcre de moutarde mêlée à celle de la putréfaction fit vomir certains médecins. La peau de Napoléon, là où elle n'était pas jaune de jaunisse ni rouge de brûlure, vira au violet marbré par le manque d'oxygène. Le 5 mai 1821, à 17h49, après 17 heures d'agonie finale, Napoléon Bonaparte cessa de respirer. Pas de geste théâtral, pas de phrase immortelle. Son corps, brisé au-delà de toute limite, s'arrêta simplement. L'autopsie du lendemain révéla l'horreur totale. Lorsque les chirurgiens ouvrirent son abdomen, plusieurs durent quitter la pièce, incapables de supporter l'odeur de cancer, douceâtre, putride, inoubliable. Son estomac n'était plus qu'une masse de chair cancéreuse, dure comme du cuir. La perforation se trouvait exactement là où on l'avait prédite. Mais pire encore, des nodules blancs, métastases, parsemaient ses intestins, comme un collier de perles malignes. Napoléon mourait depuis des années. Officiellement, son cœur et son estomac furent placés dans des récipients d'argent pour être enterrés avec lui. Officieusement, le docteur Antomarchi préleva des fragments de côte en cachette, des mèches de cheveux circulaires. Même son pénis fut conservé, volé et finit par rejoindre la collection d'un urologue américain, où il se trouve encore aujourd'hui, décrit par un observateur comme un lacet de cuir desséché. Quand on l'exhuma en 1840 pour rapatrier son corps en France, on découvrit un autre mystère, il était intact. Son uniforme, son visage, sa peau blanche comme du marbre, tout paraissait préservé comme si on l'avait enterré la veille. 19 ans après sa mort, son corps était trop parfait. L'arsenic accumulé dans ses tissus, un embaumement secret ou une ultime énigme ajoutée à une vie déjà pleine de mystères. En définitive, l'horreur de la mort de Napoléon ne réside pas seulement dans le cancer, l'empoisonnement au mercure ou la torture médicale. Elle réside dans la destruction méthodique de tout ce qu'il avait incarné. Le stratège devint délirant. La volonté de faire se mua en supplication.
Le corps qui avait conquis l'Europe se transforma en une coquille grotesque, pourrissant de l'intérieur. Et sa dernière pensée cohérente ne fut pas pour la gloire ni pour le pouvoir, mais pour la France, pour son armée, pour son fils. L'empereur qui fit trembler l'Europe mourut lui-même en tremblant, non pas de peur, mais des spasmes incontrôlables d'un corps en décomposition. Aujourd'hui, les touristes admirent son tombeau colossal aux Invalides. Ils voient le marbre, la grandeur, la légende. Mais sous ce monument repose un homme qui expira en vomissant des morceaux de son propre estomac, dont les médecins détournèrent les yeux tant la faim fut atroce. L'empereur qui avait conquis des nations n'a pas pu vaincre le cancer logé dans ses entrailles. Et dans ces derniers jours, alors qu'il pourrissait vivant, Napoléon Bonaparte découvrit la vérité ultime. La mort se moque de la gloire.